Je suis Claude Brouet, ancienne journaliste de mode. Donc je peux vous parler de la mode à partir des années 50, peut-être même avant, mais on n'en parlera pas. Oui, je suis née dans la mode. Ma mère était dans la couture. Elle était première vendeuse chez Chanel quand je suis née. Et après, elle est entrée comme directrice de la couture chez Schiaparelli. Donc j'ai eu la chance de voir des collections quand j'étais petite fille. Bon, ma mère connaissait Hélène Lazareff, bien évidemment. Et Hélène Lazareff avait une fille qui viendra Michel Rosier. Donc Hélène Lazareff demande à ma mère des nouvelles de sa fille. Et maman dit, mais ma fille travaille dans un petit journal, elle aime beaucoup ça. Comment vous avez mis votre fille dans un autre journal que le mien? Et maman répond, mais je ne l'ai mise nulle part, elle s'y est mise toute seule. Eh bien, vous lui direz que quand elle en aura assez, elle vienne me voir. Et ça, c'était en 1953. J'étais en admiration levée en journal Elle. Je n'ai pas manqué un numéro depuis le premier, qui avait d'ailleurs une couverture de Schiaparelli et qui est arrivé à la maison en avance avant la sortie en kiosque, parce que Hélène Lazareff l'avait fait envoyer chez Schiap. À Elle, je démarre en 1953. La mode était dirigée par Simone Baron. On n'avait pas, à l'époque, c'était des chefs de rubrique. Maintenant, tout le monde est rédacteur en chef. Simone Baron n'était pas rédactrice en chef de la mode, elle était directrice de la mode. Elle avait Annie Rivemal comme adjointe et il y avait 2, 3, 4 rédactrices. Chacune avait à peu près sa spécialité. Et moi, je vais commencer à m'intéresser au balbutiement du prêt-à-porter. Et il y avait la Maison L'Empereur qui avait fait une sorte de fédération qui s'appelait les Trois Hirondelles. Enfin, tout ça, ça fait rire maintenant. Mais un regroupement de maisons de prêt-à-porter, ça m'intéressait beaucoup, ce prêt-à-porter. Alors j'ai commencé, j'avais un petit dossier grand comme ça, et au bout de 10 ans, c'était un meuble avec les croquis. Et je faisais beaucoup d'autres choses. On était polyvalentes. Alors, qu'est-ce qui alimentait les pages du journal en mode? Beaucoup de mode à faire soi-même. Des patrons. Il y avait les patrons Elle va bien, des shoppings, alors un peu de prêt-à-porter, des shoppings de boutique, et puis la couture, avec un grand C, parce que les numéros de collection, la couture, c'était un remue-ménage extraordinaire. Parlons des stylistes qui ont fait bouger le prêt-à-porter. Le premier a été Gérard Pippard, qui a travaillé à la fois pour une maison comme Chloé, qui était un prêt-à-porter très luxueux, cher, magnifiquement fait, bon, des maisons un peu plus abordables comme Germaine et Jeanne, Idée, la mode, des maisons de la Côte d'Azur où il a fait des vêtements formidables. Alors, c'était beaucoup plus éclatant, beaucoup plus moderne. Ça n'était pas des copies de couturiers, mais ça n'était pas encore tout à fait jeune. Et alors est arrivé Emmanuel Kahn. C'est quand même avec Christiane Bailly, mais c'est Emmanuel qui a fait des choses plus jeunes. Et pendant ce temps-là, il y a Sonia Rykiel qui commençait à faire son chemin dans la boutique de son mari, Laura, qui a commencé à la fin des années 50 à dessiner des pullovers pour elle qu'elle mettait en vente dans la boutique. Donc là, il y a une petite amorce, et après, tout ça se développe considérablement avec l'arrivée de maisons comme Cacharel. Bon, Cacharel faisant appel à Emmanuel Kahn, tout d'un coup, voilà une mode pour des jeunes qu'on verra porter absolument partout. Et cerise sur le gâteau, en 1965, la collection Courrèges, au-dessus du genou, plus de détails, plus rien du tout. Bon, c'est Mary Quant qui a inventé la mini-jupe, il faut quand même la lui rendre. Hein. C'est pas Courrèges le premier à avoir montré les genoux, mais il a fait cette collection de couture qui était une épure. Hein. Et alors ça, ça a fait quand même un coup de tonnerre dans la mode, égal au New Look de Christian Dior,
qui était dans le sens inverse, parce qu'en 1947, un monsieur qui vous demande d'avoir 49 cm de tour de taille, ça n'est pas très avant-garde, c'est plutôt de retourner à la femme d'avant. Tandis que là, hop, un grand coup de modernité. Alors, ça a énormément marqué, ça a bouleversé même la rue. Et on a vu à ce moment-là quelles étaient les femmes qui refusaient ça. Parce qu'il y a quand même des dames qui ont continué à s'habiller comme avant. C'était amusant. Le studio avait une équipe, une directrice, ces chevaliers qui dirigeaient l'ensemble pendant un certain temps. Mais moi, je n'avais absolument pas affaire avec lui, j'avais affaire c'est Françoise Kilissi qui dirigeait le studio, avec une assistante qui s'appelait Yvonne. Elles organisaient toutes les prises de vue. Il y avait plusieurs plateaux. Il y avait un rez-de-chaussée, un premier étage. Et même si les séances de photos étaient faites en extérieur, le rendez-vous, l'arrivée des vêtements, les mannequins, le maquillage, les coiffures, tout ça, ça se faisait au studio et on partait. Donc ce 29 rue d'Astorg, j'y ai passé énormément de temps. Par contre, les photographes principaux étaient Lionel Cazan, Jean-François Clerc, Georges Dambier. On travaillait dans la bonne humeur la plupart du temps. Les photographes n'intervenaient en rien sur le choix des vêtements. Ils pouvaient être, ce qui est normal, questionnés sur le choix des mannequins. Encore que quand Hélène Nazarev s'entichait d'une nouvelle fille, la question n'était pas de savoir si elle plaisait ou pas au photographe, il fallait la prendre. Ils étaient quand même guidés tous par ce souci de montrer le vêtement parfaitement. Autrefois, on ne retouchait presque pas, que pour les couvertures ou des photos très importantes. Alors, chaque photo de mode, au fond, avait pour fonction, quelque part, d'inspirer et d'être copiée. Donc il fallait être sûr qu'on voit tout, ce qui faisait des poses tout de même très apprêtées, parce qu'il ne fallait pas cacher la poche. C'est pour ça que les poses sont tellement assez similaires pendant toute une époque. On doit tout voir. On doit voir les poches, les boutons, et quand c'était des patrons, on faisait même la photo du dos. Et alors, moi, j'ai pris l'habitude d'être à côté du photographe pour voir la même chose que l'objectif, avec une pelote d'épingles, des pinces à linge. Quand la ceinture était trop grande, on mettait des boîtes de film Kodak derrière. Enfin, et je voulais voir surtout être dans l'angle de l'objectif. C'est amusant de regarder dans elle à quel point, dans les séances de patron ou de couturier, il y a des gestes presque toujours les mêmes parce qu'il faut dégager la taille, il ne faut pas mettre les mains dans les poches, enfin bref, c'est quand même un petit peu limitant. Et ça fait très posé. D'ailleurs, voilà un mot. On disait d'un mannequin qu'on aimait bien, « Oh, elle pose bien ». Est-ce qu'on dirait une chose pareille? Maintenant, on ne pose pas. Celle-là, elle pose bien, ça voulait dire qu'elle savait vraiment bien se mettre avec les bras machins dégagés. Bon, maintenant, on trouverait ça absolument ridicule. Les mannequins de l'époque étaient capables de se maquiller. Elles venaient avec leurs escarpins noirs. Elles étaient capables de se coiffer. Pour une séance de photos normale, c'est-à-dire pas une séance de robe de couturier, pas une séance de robe du soir. Les vêtements de couturier avaient toujours des chapeaux, les vêtements de jour. Il ne faut pas oublier ça, on portait encore des chapeaux à cette époque-là. Pour les séances de robe du soir, on faisait venir un coiffeur. Mais il n'y avait pas de coiffeur dans les séances de photos normales. Je m'en vais faire une séance avec Lionel Cazan aux Champs-Élysées avec des modèles de la vie de tous les jours. Il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de maquilleur. La fille fait son travail toute seule. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos avec Lionel. Mais il était très réservé.
très courtois. On parlait de notre séance d'une façon aimable et agréable. Il était beau, ce qui c'est pas plus mal, c'est pas indispensable. Et il avait un type russe extrêmement fort. Et il avait, naturellement, il parlait le français impeccablement, mais il avait quand même un petit quelque chose dans la voix, un petit quelque chose de chantant qui était il avait du charme, voilà. Ça avait du charme, cet accent. Il était extrêmement courtois. On a fait un voyage ensemble en France, sur les bords de Loire. Eh bien, ça s'est passé à merveille. On photographiait la plupart des choses à Paris, certaines robes d'été, alors qu'il ne faisait pas encore beau, dans les rues de Paris. Bon, après, la pellicule est devenue plus sensible, on avait envie que les filles aient l'air d'être bien, d'avoir chaud, de photographier en situation. Donc on a cherché de plus en plus de voyages dans des climats plus appropriés, pour avoir un petit peu de soleil, ne serait-ce que d'aller dans le midi de la France, pour photographier les premières robes d'été qu'on commence à montrer dans les numéros de mars qui sont faits fin janvier, vous voyez. C'est pour ça qu'on recherchait tous les ans la même chose, un pays pour aller faire les maillots de bain, un pays pour faire les premières robes d'été, enfin bon. Il fallait beaucoup de voyages. Au début de Elle, la plupart des mannequins étaient françaises, très jolies, gabarit plutôt petit, enfin petit pour un mannequin, hein. Gigi, Bettina, Marie-Claire Nivois qui était beaucoup dans Elle, Marie-Hélène Arnaud, Guylaine Arsac, enfin personne ne mesurait 1,80 m. Mais les Américaines, elles ont décoiffé tout d'un coup, parce qu'elles étaient très grandes, elles étaient quand même d'une beauté beaucoup plus spectaculaire quand même. Je me souviens de la première couverture de Elle avec Dorian Leigh, je suis restée en arrêt devant le kiosque. Hein. C'est les deux premières qui sont arrivées, Dorian et Susie. Et Ivy Nicholson, oui, elle a beaucoup travaillé, et Barbara Mullen aussi. Elles avaient travaillé avec les plus grands aux États-Unis. Elles étaient quand même très fortes pour mettre les vêtements en valeur. C'est pas du tout au détriment des Françaises, parce que Bettina, c'était un crack aussi. Hein. Et la photo est moins académique, mais on veut quand même voir le vêtement. Forcément, étant à la mode, j'avais envie qu'on montre le vêtement. Mais enfin, il n'est plus question de savoir s'il a des pinces, pas de pinces, on s'en fiche. Tout change, la couleur, on a plus de pages couleur. Et les mannequins, on ne leur demandait pas d'avoir l'air naturel. Comment vouliez-vous qu'elles aient l'air naturel en dégageant la taille, en montrant le truc? C'est après qu'on a recherché des expressions très détendues, heureuses, sympas, justement pas posées, pas des faux sourires, pas cheese, quoi. Et cheese. Hein.